Bonsoir tout le monde. Vous voyez mon PowerPoint, ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Comment réussir un échange virtuel, les opinions des profs et des élèves dans les écoles secondaires. Alors, moi, je m'appelle Kathy Brady, je travaille à la fac de Manchester Metropolitan University et je suis formatrice des maîtres. J'ai travaillé pendant 9 ans comme prof français et allemand et j'ai travaillé dans les écoles secondaires et primaires. Et ce qui m'a toujours frappé, c'était que les élèves, mes élèves, ils voulaient pas parler. Ils voulaient pas parler en français. Vous savez, il y a des compétences, la lecture, écouter, l'écoute et l'écriture, mais la langue parlée était pour eux vraiment soit difficile, soit trop étrange. De toute façon, comme prof, j'ai toujours été intéressée par ce manque d'occasion de parler français. Alors, moi, j'étais toujours pour les échanges. Je me suis dit, si les élèves pourraient aller au pays, pourraient rester dans une famille, là, ils auraient l'occasion de parler, ils vont écouter la langue dans une situation réelle. De toute façon, je me suis toujours intéressée et en plus, voilà, c'est moi. Et en plus, je me suis très intéressée à la télécollaboration parce que je me suis dit, bon, les échanges scolaires n'existent guère en Angleterre. Maintenant, depuis Brexit, bien sûr, il y a beaucoup moins de contact, mais même avant, il n'y avait pas beaucoup d'échanges dans les collèges où j'ai travaillé. Alors, les élèves, les étudiants anglais ne rencontrent presque jamais les Français et même s'ils rencontrent un Français, une Française ou quelqu'un qui parle français, bien sûr, c'est pas quelqu'un du même âge. Alors, les élèves n'ont jamais, n'ont guère l'occasion de parler français avec les jeunes, avec les élèves du même âge. Alors, moi, je me suis dit, bon, avec la télécollaboration, ça sera une bonne occasion d'utiliser la langue cible, de parler avec les jeunes. Alors, ça fait 7 ans que j'ai commencé mon doctorat, les conversations en ligne, et j'ai basé mon doctorat sur un projet que j'ai fait 2006 avec les écoles primaires et il s'appelle Technologically Enhanced Language Learning Pedagogy. C'était un projet qui avait pour but les conférences, les conférences en vidéo entre les écoles primaires en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Et moi, j'ai travaillé dans ce projet pendant 3-4 ans et j'étais très intéressée par ce qu'on a trouvé et surtout que les élèves, les petits, ils avaient l'âge de 9 ans, qu'ils étaient motivés. Et ils étaient tout à fait motivés à parler avec les enfants, les autres élèves en Espagne, en France et en Angleterre. Et en Allemagne, pardon. Alors, et là, je me suis dit, alors, c'est une façon pour motiver, pour donner une opportunité, pour donner aux élèves l'occasion de parler. Et en plus, les ordinateurs, la télécollaboration
les élèves, ils utilisent leur portable, ils utilisent les ordinateurs tous les jours dans leur vie familiale, à la maison et même en école, au collège. Et en plus, je me suis dit, après la pandémie, on est comme prof, on est aussi beaucoup plus habitué à utiliser, par exemple, Teams. Alors, pour toutes ces raisons, la télécollaboration doit être très utile. Ce que j'ai trouvé, en fait, en écrivant mon doctorat, c'est que ce n'est pas le cas. Et les projets comme Eli sont pas très connus, en fait. Bon, alors, et en plus, j'ai piqué ce petit dessin de bégonia parce que j'ai bien aimé ça. L'apprentissage des langues modernes doit évoluer. On doit évoluer. Dans l'éducation, si on reste dans la même endroit, si on évolue pas, on n'est pas, c'est pas notre responsabilité, c'est d'évoluer avec le monde. Alors, la technologie, on a les avances de la technologie en plus, on habite dans un monde beaucoup plus connecté. Alors, on a des connexions globales, des connexions mondiales avec l'Internet, avec les ordinateurs. Et alors, c'est pour cette raison, je suis très intéressée à la télécollaboration. Et tout d'abord, je veux dire que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il s'agit de beaucoup de travail au début, mais ça vaut la peine. Les résultats que j'ai vus, la motivation de mes élèves et des profs en plus est vraiment étonnant. Alors, je vais parler aujourd'hui, ou ce soir, je veux dire, des défis et des solutions. Participer à un échange ou dans un échange virtuel, il y a bien sûr des défis, les choses qu'on doit mieux connaître, mais il y a toujours des solutions. Et je vais vous en parler des opinions des élèves, ce qu'ils m'ont dit, et des profs. Et en plus, les conclusions que moi j'ai vues. Alors, le projet Eli, vous le connaissez très bien, il ne faut pas vous expliquer, mais moi, je suis très, très reconnaissante. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ce projet parce que il n'y a pas beaucoup de projets comme ça, au moins en Angleterre. En Angleterre, il est difficile de trouver les partenaires, soit en France, soit aux pays francophones. Et là, quand j'ai trouvé ce projet, j'étais ravie. Et moi, je travaille beaucoup avec les écoles secondaires et eux aussi, l'école avec laquelle je travaille, les profs étaient très heureux d'avoir trouvé ce projet. Et voilà, Engaging Language and Intercultural Virtual Exchange. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de nos écoles, nos collèges. Ça, c'est échange virtuel entre Wigan et Lec en Linge. Et l'important, ce qu'il faut dire tout au début, c'est que les élèves se parlent en français comme lingua franca, parce qu'on n'a pas pu trouver une école française qui voulait, il n'y avait pas d'école, il n'y a pas de collège français qui a pu faire cet échange. Alors, il y avait Cara qui disait, bon, j'ai une collègue, un collège aux Pays-Bas, les Linge, et eux, ils veulent faire un échange virtuel, mais là, vous devriez utiliser français comme lingua franca. Cela qui veut dire que ni les élèves anglais, ni les élèves hollandais ne parlent jamais leur propre langue.
Et tout au début, je me suis dit, mais comment ça va aller? Parce qu'en fait, je voulais que les élèves eussent l'occasion d'entendre le vrai français, entre les guillemets. Et la même chose pour les Hollandais. Mais en fait, ce que les élèves m'ont dit, que c'était bien d'avoir les autres élèves aux Pays-Bas qui en même temps étaient en train d'apprendre le français. Là, ils étaient moins nerveux, ils étaient moins anxieux, ils étaient contents d'avoir d'autres jeunes exactement dans la même situation qu'eux-mêmes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, pour moi, le fait d'avoir français comme lingua franca n'était pas un problème. C'était en fait, c'était un avantage. Alors, et voilà, je vous parle très, très vite du début. Et ça commence bien sûr avec les profs. Il faut avoir les profs, il faut avoir les collègues qui veulent le faire. Il s'agit surtout de la volonté des profs. Et vous voyez sur la petite carte là, il y a une distance entre Cansfield High School, qui est près de Liverpool, et l'école aux Pays-Bas, qui est pas loin. Je connais pas très bien les Pays-Bas, mais ça se voit sur la carte. On avait de la distance entre les deux endroits. Bon, on s'est beaucoup parlé en Teams. Notre première rencontre était mars 2022. Et là, on s'est rencontrés sur Teams avec Cara Wigan comme coach. Et là, c'est entraîneuse, je crois en français. Alors, c'est le mot que j'ai trouvé parce que coaching, c'est très à la mode en Angleterre en ce moment. Et bien sûr, j'imagine en France aussi, que quelqu'un qui est plutôt l'experte mène la conversation. Alors, Cara était superbe. Elle nous a rencontrés en ligne, en Teams. Et là, on a parlé du projet et tous les collègues, toutes les deux. Alors, il y avait Myron et Laura, toutes les deux, les profs français. Elles étaient d'accord qu'on fait ce projet. Elles étaient très motivées. Et on a discuté comment commencer, comment persuader, convaincre les collègues et les collègues et les élèves de participer à ce projet. Et on a parlé d'un hook. J'ai trouvé le mot français, le hameçon, c'est fishing hook. Et je ne sais pas si on utilise dans le même sens, mais ça, c'est quelque chose d'anticulturel, voilà. Excusez-moi, il manque un CD, mais je n'ai pas pu trouver. Bon, bien sûr. Et le hook, le hameçon, c'était une petite vidéo que les deux collègues, une petite vidéo que Byron et Laura ont fait pour les élèves, pour les collègues, pour convaincre les élèves. Et c'est une conversation entre les deux collègues sur le projet, sur les avantages de la télécollaboration, de se rencontrer en ligne. Et ils l'ont enregistré, et elles l'ont enregistré, pardon, et après, tous les deux, les collègues, ont montré la vidéo à leurs élèves. Et voici Myron, qui est le prof français niveau secondaire, là, à l'école en linge. Et voici, j'ai pas une photo de Laura, mais une photo quand même de Cansfield, des élèves de Cansfield, qui est à Wigan, près de Liverpool. Et, pardon, ça c'est aussi notre projet. Pardon, ça c'était les élèves qui ont l'âge de 15 à 17 ans.
ils font le français pour le brevet ou le GCSE, General Certificate of Secondary Education. Alors, ils doivent étudier le français, ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça que la motivation de parler français doit être très forte, je crois. Et pendant 6 mois, ils ont eu l'occasion de participer à l'échange virtuel. Alors, je vais vous parler très vite, du projet, les défis, les challenges. Pour nous, le projet, c'est quoi le contenu? Pour les jeunes de 15 ans, de 16 ans, qu'est-ce qu'ils veulent discuter? Quels sont les thèmes qui leur intéressent? Et en plus, pour réussir aux examens, le contenu doit avoir bien sûr quelque chose à apporter aux examens. Le niveau linguistique des jeunes, est-ce que les Hollandais, les jeunes Hollandais et les jeunes Anglais ont le même niveau de français? Parce que bien sûr, on va parler en français, lingua franca, l'un à l'autre. Quels sont les objectifs? Ça, c'est à peu près la même chose que le contenu, mais quand même, les objectifs pour nous, c'était plutôt d'améliorer le français parlé et d'avoir plus de confiance et plus de motivation. Les objectifs linguistiques et interculturels, bien sûr, améliorer le français parlé et bien sûr améliorer aussi les compétences en ce qui concerne le français à l'écoute, alors comprendre bien sûr le français parlé et en plus interculturel. Qu'est-ce qu'ils ont appris sur une autre culture, un autre système scolaire? L'organisation, c'était pour nous un grand défi, une grande question tout au début, les emplois du temps. Comment trouver 1 heure de la journée où les élèves, tous les deux, ont la même matière. Et ça, c'était bien sûr une discussion pour les profs. À quelle heure on le fait? On le fait lundi matin, mercredi après-midi. Et en plus, en Angleterre, vous savez bien, on est maintenant 1 heure avant. Alors maintenant, il est 17h53. Chez vous, vous êtes 1 heure plus tard. Et aussi, on devait toujours faire la planification en ce qui concerne l'heure. Combien de temps? Alors, on était toujours très conscient qu'il y avait des choses à apprendre en plus du projet. Cela qui veut dire qu'il y avait le curriculum. Pour nous, en Angleterre, c'est très stressant pour les profs d'avoir de bons résultats. J'imagine que c'est la même chose en Espagne, en France, partout, mais c'était toujours le syllabe, les examens. Est-ce qu'on pourrait vraiment prendre 1 par semaine pour faire ce projet? Et on l'a discuté. Combien de temps est-ce qu'on a besoin pour la préparation? Et tout ça. Et en plus, la technologie. C'est où la technologie? Quelle technologie? Est-ce qu'on a assez d'ordinateurs? Est-ce qu'on avait des iPads, Chromebook en Angleterre, mais aux Pays-Bas, les élèves, eux, ils pouvaient utiliser leur portable, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. On est dans la plupart des collèges ici, on ne peut pas utiliser les portables. Mais de toute façon, on doit savoir, on doit bien connaître la technologie et comment ça fonctionne et être sûr que ça va fonctionner. Qu'on a le Wi-Fi, par exemple. Et il faut parler aux profs et d'autres collègues
que tout le monde sache ce qui se passe, les autres profs français, d'autres collègues dans le collège. Bon. Alors, je vous ai déjà parlé de notre point de départ et c'est ce que je trouve très important, d'avoir beaucoup de discussions, beaucoup de mails et beaucoup de meetings sur Teams, se présenter bien sûr, faire les connaissances des profs et en plus les élèves doivent se présenter. Alors, tout au début du projet, notre première tâche, on s'est décidé de faire la première tâche comme une tâche pour présentation, les présentations. Et ça, c'était bien parce que en ce qui concerne le contenu, les élèves, tous les deux, aux Pays-Bas et en Angleterre, doivent faire une module dans leur examen. Il s'agit de la présentation, la famille, l'identité, la personnalité, etc. Alors, cela qui veut dire que la première tâche a très bien passé avec le contenu pour les examens. On s'est décidé l'heure de séance, combien de temps on a pris après une demi-heure. Et la langue pour nous, c'était bien sûr le français. Il n'y avait pas de discussion, mais je crois que ce sont les choses de considérer, de discuter avant de commencer. Être très sûr quand est-ce qu'on va le faire, combien de temps on en prend et en quelle langue. Et si on fait français, anglais, espagnol, français, être très sûr de quand est-ce qu'on va parler en français, quand est-ce qu'on va parler en espagnol. Et les tâches, je vais vous prendre les tâches. Alors, la technologie, j'en ai déjà parlé, mais aussi il faut ajouter Flip, c'était pour moi tout nouveau, je ne connaissais pas du tout. Et Big Blue Button, je crois que ça appartient au projet eLive. Je n'étais pas très au courant avec les outils, mais c'était très facile. Et les profs et bien sûr les élèves se sont très vite habitués aux outils et aux ordinateurs. Il faut prendre le temps, bien sûr, de se familiariser avec la technologie. C'est toujours différent. Et avoir le support, un soutien dans l'école. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait synchrone, asynchrone? Pour nous, c'était la plupart du temps asynchrone. Je vais vous parler un peu des tâches, mais ce que les élèves m'ont dit après, c'est que ce qu'ils ont vraiment apprécié, c'était à Noël, quand on a fait une petite séance où ils se sont vus et ils se sont parlé synchrone. On a eu 10 minutes pour chanter des chansons de Noël, pour se saluer, pour se souhaiter un joyeux Noël et ils ont vraiment apprécié ça. Alors, pour moi, asynchrone, synchrone, une combinaison, c'est très souhaitable, dirais-je. Et ce qu'on a pensé aussi avec la technologie, c'est très difficile chez nous, au moins en Angleterre, d'avoir une salle de classe où il n'y a pas trop de bruit ou trop de soleil. Parce que si on a un ordinateur et il y a le soleil, on ne voit pas vraiment bien les visages et c'est difficile. Alors, il faut vraiment, si je le ferai une prochaine fois, je serai très strict en ce qui concerne où ça se trouve, la salle de classe, et et avoir les rideaux, j'ai pas les volets pour que la salle de classe soit vraiment accordante pour le projet. C'est important ça.
Alors, les tâches, on a discuté avec Cara tout au début quelles tâches on va faire, et elle nous expliquait préparation, interaction et post-tâches. Et comme on voit là, ils sont imaginés dans 3 phrases. Et les élèves ont travaillé dans petits groupes et ça s'est bien passé. Des fois, il y avait il y avait moins de 4 élèves. Nos classes de français étaient plus petites que la classe de Myron aux Pays-Bas. Mais ils se sont communiqués en groupe. Alors, il y avait des fois 3 ou 4 élèves étudiants hollandais et 3 élèves anglais. Et les groupes, tous les deux, ont enregistré une vidéo tout au début. Alors, c'est là la première tâche. Pré-tâche, vous voyez très bien se familiariser avec Flip. Et là, il y avait la tâche, c'était enregistrer une vidéo et poser des questions. Alors là, il y a le vocabulaire suggestion. Et ils ont bien aimé ça. Ils ont bien aimé enregistrer des vidéos. Ça, ils ont essayé quelques fois pour que ça soit presque parfaite. Et après, quand ils étaient contents, ils les ont envoyés. Après, quand les élèves ont reçu la vidéo d'autres pays, ils ont regardé la vidéo et après, ils ont posé des questions. Par exemple, comment s'appelle ton chat, ou quel âge a ton frère, ou ou la ville, est-ce qu'il y a un cinéma, n'importe quoi. Ils devaient poser 3 questions ou 4 questions et après, ils ont envoyé les questions aux autres élèves. Et là, ils ont répondu aux questions. Alors, il y avait la vidéo enregistrée en français, écouter les autres élèves, la vidéo des autres élèves, et poser et répondre aux questions. Et après cela, comparer les réponses, les similarités, les différences. Et ça, j'ai l'impression que c'est une tâche très simple, mais en fait, parce que les élèves voulaient faire les connaissances des jeunes hollandais, les jeunes anglais, ils voulaient vraiment mieux connaître les jeunes. Ils ont été très motivés à parler. Très motivés. Ceux qui m'ont dit après, j'ai fait des interviews avec quelques-uns, ils m'ont dit que là, c'était la tâche qu'ils ont préférée parce qu'ils étaient vraiment intéressés à ce qui disait ce que disaient les autres élèves. Le deuxième tâche qu'on a fait, il s'agissait d'une école verte. Alors, un des thèmes que les élèves aux Pays-Bas et en Angleterre doivent étudier pour le brevet ou le GCSE, c'est l'environnement. Ce qu'on fait pour être vert, pour être écologique. Et là, on a discuté la tâche. Ils ont dû faire une vidéo de leur collège. Et là, vous voyez des photos et ils devaient en parler. Voilà, il y a des poubelles, il y a des poubelles pour le papier, le plastique, etc., etc. Là, chez nous, il y a bien sûr le bus, il y a plein de choses dans l'école qui montrent ce que nous faisons, ce que font les élèves en Angleterre ou aux Pays-Bas pour être verts. Et là, ils ont échangé les vidéos, les photos,
et c'était la même chose. Après, ils ont discuté ce que font ce que font les collèges ou les élèves tous les deux. Et après, comme tâche, ils ont dû écrire une lettre à le principal. Alors, ça, c'est une lettre. Bonjour, Madame Daniel, je vous écris aujourd'hui pour vous parler de l'environnement. Là, ils ont beaucoup appris sur les systèmes différents. Ce que m'ont dit les élèves, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a des poubelles qui sont en forme de banane. Et eux, ils trouvaient ça formidable. Ils étaient ravis de ce fait que les poubelles dans ce collège montrent très, très bien ce qu'il faut mettre là-dedans. Alors, c'était une très petite chose, mais quand même, ils ont remarqué qu'il y a une différence. Et là, ils devaient écrire pourquoi c'est important le recyclage, l'environnement, et en plus les suggestions. Ils ont dû faire des suggestions pour faire une différence. Bon, alors, là, c'est le cercle, si vous voulez, le début, avec un entraîneur comme Cara. Le premier rencontre, le hameçon, qui est très important pour motiver, les vidéos qui font partie, les questions après et les réponses, les conclusions. Et ça, c'était pour le premier tâche, mais aussi la deuxième tâche, c'était un peu la même chose. Toujours avoir trois phases pour les tâches et à la fin, une évaluation. Alors, pour finir, je vais vous parler un peu de ce que j'ai trouvé. Moi, je suis en train d'écrire mes résultats. J'ai fait beaucoup d'entretiens et beaucoup d'enregistrements avec les élèves et les profs. Et je leur ai parlé de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont bien aimé, ce qu'on pourrait faire de différent. Les profs, tout d'abord. Les profs ont dit que ils ont bien aimé le projet. Vous pouvez lire que ce qu'ils ont dit. La rencontre était formidable. On a bien rigolé et cela fait du progrès pour les étudiants de se voir sur l'écran. De voir les vrais Hollandais, les vrais jeunes Hollandais. Et en plus, le prof à Wigan m'a dit qu'elle est bien aimée parler français avec d'autres profs. Ça lui a fait réfléchir de son approche. Elle m'a dit qu'on fait toujours la même chose tous les ans, tous les trimestres. Et tout d'un coup, on a une occasion de se réfléchir de son propre approche et sur la pédagogie qu'elle est vraiment habituée à maîtriser, mais peut-être elle veut renouveler son approche. Les élèves, pour leur part, m'ont dit que, bien sûr, ils ont les poubelles en forme de banane, ça qu'ils ont vraiment fait. On sait bien quoi recycler, ils ne portent pas d'uniforme. Bien sûr, les élèves anglais trouvent ça toujours très intéressant que les élèves aux Pays-Bas, en France, en Espagne ne portent pas d'uniforme. C'est chouette, c'est cool. Il est bien d'apprendre avec d'autres élèves qui comprennent les difficultés qu'on a avec. Par exemple, la prononciation, le vocabulaire, cela fait moins stresser. Comme je disais tout au début, la lingua franca n'était pas en fait un problème pour nous parce que les élèves ont bien aimé que les élèves hollandais avaient le même niveau que...
Alors, pour moi, pour continuer, pour conclure, cela vaut la peine. C'est vraiment, ça fait une grande différence et je suis convaincue que les élèves et les profs dans tous les collèges, tous les deux, ont bien ont profité, ont bien aimé. Ça prend beaucoup de temps, surtout tout au début pour la planification, mais n'ayez pas peur. Travaille bien sur le contenu. Il est très important, je crois, et ce que m'ont dit les jeunes, d'avoir le contenu qui les intéresse. Parce qu'ils m'ont dit que pour eux, l'environnement est moins intéressant que faire la connaissance, que la présentation et tout ça. Mais quand même, le contenu doit contribuer à leur succès dans les examens, bien sûr. Et j'ai vu, et les profs m'ont dit qu'il y avait vraiment une augmentation de motivation de parler langue français langue parlée. J'ai commencé cette petite présentation avec le fait que j'étais toujours intéressée par la langue parlée dans les leçons. Et là, on a vraiment vu une augmentation et une croissance de confiance. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que les élèves, ils veulent rester en contact. Ils ont échangé, ils se sont trouvés sur Flip et ils ont pris des contacts et ils restent en contact. Alors, ils m'ont dit qu'ils vont peut-être se rencontrer, mais même si pas face à face, ils vont rester en contact en ligne. Alors, pour moi, ça c'est un petit succès. Alors, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Well, I thoroughly enjoyed it, Kathy. Thank you so much. That was I always remember years ago Barry Jones when he was talking about some of the activities in his book Exploring Otherness. Always used to say, go to a country where they speak the language that your students are learning and where they're learning it too, because they're far more likely then to be speaking to one another in the language. And I really liked that comment from the students that what they enjoyed was the fact that they understood their problems with pronunciation, with vocabulary. Yeah. I thought that was fascinating. Yeah. That's something that struck me as well, Tanya, because at first we were sort of like, you know, I thought, well, they need to hear authentic French, and it was all about authentic French and real sort of native speakers of French, but actually that was quite the opposite to my expectation, or, you know, my expectations. They really liked the fact that the Dutch people could understand and empathize, and they were on the same page, and if they had problems they would help each other, and all that was, yeah, so yeah, thank you for that comment. I was also interested in this idea of putting them in groups of 4. I say that because I've run this project this year with another teacher training institution, and we put our students one-on-one, thinking, you know, they're adults, that's going to be fine, but they were too scared to kind of meet one-on-one. So then we had to put them into groups of 4 because they needed that support from their friend to meet up with the others. Absolutely. And yeah, I mean, I think the group thing, so we at first said, do you want to do one-on-one? And they immediately said, no, absolutely not. My students just said, well, not my students, but the school I was working with, they said, absolutely not. And then they said in pairs, but I think the larger the group, the better. It's always a balancing act though, isn't it, about one of them who will sort of hog the conversation and the dominant person. So I think groups of 2 or 3 or 4 was mainly the Dutch, because there were so many of them. It's always the case. I mean, you'll know, Tanya, from the UK, that trying to get
First of all, I didn't mention about parental consent, but that was one of the things that we needed to consider as well, the parental consent. So the parental consent for them to talk to strangers on a camera. It's that they don't necessarily think that's a good thing, nor do the children. So we gave them the option of not doing it. We had to give them the option of not doing it. So we had fewer children. So the Dutch had bigger groups, but that was fine, actually. You talk about problems with noise. Could you say a little bit more about that? Is that the fact that they didn't have the correct, I mean, they didn't have the right equipment, or? Well, that's because really we found that it's a problem in telecollaboration. It was a problem because they were all in the same classroom. So for us, it was really funny. One of the things they said, and there's so much more to say, but I thought I'll keep it. One of the things they said was that the Dutch children walked around the school filming, and they could, with their mobile phones, they can go out the classroom, they can go filming. They were much more able to use their devices to be much more flexible, whereas our children sat in a classroom with computers, so they couldn't move. So there's two people next to you recording, and two people. So it was the noise of the other pupils. It was the noise of the bells. You remember Barry schools in we have bells. It was so it was noisy, and I wonder if if there were a possibility to book a room that was quiet. It was things that we just didn't consider, but the children told us. One of the boys said, I could never hear anything, there was too much background noise, and we thought, that's such a simple thing, but you just didn't think about it. And again, the sun on a sunny day, because they were fixed, or because they're sitting in rows, if the sun shines on your computer screen, it makes it really difficult to video yourself, and you've got a fixed slot of 20 minutes to do this video, because they didn't video at home. I think all the safeguarding around English schools particularly is a big difference we found. So that was the noise thing. I'd never heard of the sun being a problem in England, because there's particularly not in the north. Exactly. There's so little of it, so that's well, you can say that again. I think we've seen it about twice. A bit of an anecdote. It's too sunny in England for telecollaboration. Yeah, but you were lucky that it was that sunny day that Absolutely, the one sunny day, in winter in 2024. Yeah, and also you mentioned motivation. I think that's one of the big things about telecollaboration. Yeah. It's the big thing, Yeah. They just love being with other people from other countries, and that adds so much. No matter what happens, no matter how you do it, that just meeting their peers from other countries is a thrill for them. Yeah, is that what you? I think that's what you mentioned, that right? About totally. motivation. And it's really interesting. One of the things that when I started doing telecollab, back with the TELP project, or just even starting doing anything to do with virtual exchange, my take on it was, they'll be motivated to use computers. Not at all. They're not bothered about the computers, actually. That's the sort of byproduct. It's the fact that they're talking to somebody the same age as them in a foreign language, and that's that's really been for me a real revelation, because I just thought that I imagined they'd be happy to speak to them, but I also thought the fact that they could use a computer, they couldn't care less about the computers. In fact, my children said they were really annoyed that the Dutch kids had phones, because in England you can't have a phone in the classroom. So they were like, they get to use their phones, why can't we use our phones? And then you've got the whole sort of safeguarding and ethical consideration, different school systems. That in itself is a real eye-opener about our approaches to mobile phones. But then they learned about the culture just through that. Absolutely. Exactly. School culture, the culture with the educational systems. Sure, that happened with students in France who were doing an exchange with students in Spain. And what really freaked them out is the students in Spain were wearing uniforms. Yeah. Oh, wow. That was for them the most salient thing about regarding 100%.
Yeah. It's like the banana bins. The banana bins were the things that they found the most exciting thing. These are 16-year-olds, quite cool 16-year-olds who love the banana bins. Okay. You mentioned using Flip, so I googled it because I hadn't heard of that. It looks, I mean, that's the bit that terrifies me, is using any of the technology. But it looks like it's a fairly easy program to use. Could you just tell me a little bit more about it? Do you know what, Tanya? I'm going to hand over to Barry and Begonia, because then, do you know about Flip, Barry and Begonia? Because I think it's your, it was the tool that Cara taught me, but all I know is that, somebody wants to come in. Nadia H, do we know? Oh, she's one of my students. Oh, okay. So Flip, all I know, Tanya, is that it's really straightforward to use. That was the one thing that the teachers and the kids just said, it's really easy. But but I'm not a tech person. So Barry, if you want to. No, we've never used it. I mean, we've heard Cara talk about it, but we personally have never used it. We use a thing called Voki, which is kind of where they can. I mean, Begonia can explain, because it's something that you have on your iPhone, that kind of thing, right? Yeah. It's like an avatar. It's an app. Yeah, it's like an avatar. And so particularly with students who are minors and you cannot show their faces, or as you were saying before, if we don't have the consent form, parental consent, and some of them agree to participate in a project, but they don't want to show their faces. So this is something where the avatar moves while you're talking, and it records your voice with the avatar that you choose, but you cannot see the real person behind. So that's nice. That's a nice one, Voki. I just wrote the name on the chat. Yeah. But yeah, we've never heard about Flip. That was something that Cara had tried, and she seemed to liked. But there are so many things nowadays. It's just, looking for something that you feel comfortable with. There are things that are not very difficult to use, and that facilitate your job as a teacher, and that students really enjoy. We found that Padlet, which is very simple, was very, very effective among our students. And, I don't think I had used Padlet before I heard about it, but I hadn't used it before I got involved in telecollaboration. And now we use it all the time. And it's as simple as, just uploading content or sending a message or a video or whatever to a wall that is shared by people. And that is simple, but it's very effective. So yeah, I imagine you need to find one that you like. I'll find out for you, Tanya. I can find out from Cara how, or from my teachers, because I actually didn't use it. So I wasn't involved in the using of any of the materials. All I did was sort of record them or I talked to them and recorded them while they were doing it. So I've got the recordings, but I wasn't actually instrumental in setting up the Flip. That was what the teachers did. But they told me it was really straightforward. And of course, the digital natives, our children, they thought it was super easy. But I will find out for you. I would like to ask you a question, Catherine. Sure. Since you have been involved in virtual exchange, both in secondary education but also at the university, how would you describe the differences? So what are the main differences you can find between working with university students and working with teenagers at school? I think that for me at least, in schools in England, it is so rigid and regimented. My children actually said it's regimented. So there's so little flexibility for them to do it. I think they felt held back from what they wanted to do, whereas I think when you're at university you have much more independence and much more ownership of what you do. I think in terms of, I think the difference between my students at university, the groups that we worked with, some of them were Spanish students, so they've already studied Spanish, so they wanted to be involved in a student exchange. So in terms of motivation, that
I guess that was already there. Whereas for me, the big impact on the students in school was the fact that they were really excited to do this, so much so that if I ever went into school, it was like, Miss, are we talking to the Dutch kids today? Miss, can we? So to compare, I'm not sure I can compare them in terms of motivation. I think my university students, for them, the intercultural stuff was enormous, absolutely enormous, because maybe they knew what they were looking for. Whereas I think kids they just don't know. They think having a school uniform and a banana-shaped bin is intercultural understanding. So there's a different level of intercultural understanding, I think, with the university students. But I think they certainly gained from the and I have to tell you this, Begonia, you know, your students, they were trying to meet up to talk to each other, and my students said, the Spanish students said they couldn't do it because it was lunchtime, and my students loved the fact that actually lunchtime comes before everything. And you know, whether that's a stereotype or not, they came back with this little nugget of intercultural understanding that actually there was no way we were going to do anything because this was lunchtime. And I just thought that was quite funny, that, you know, we don't have, you know, English people don't have lunch, they just eat sandwiches while they're at the computers. But yeah, hey ho. So that for me was a big difference. There were various things they said about the intercultural understanding as well, but they were interested in the geography of where they were. Whereas, you know, I'm not sure my secondary students actually still know where this school in Holland is. And does that matter? Maybe not. I don't know. I would be, you know, if they could point out where Holland was, where the Netherlands was on a map, I'd be very surprised, even now. Okay, well, yeah. I think we could maybe wrap it up now. Okay. The video, I think, Kathy, you'll have to make it. I can edit this out of the video when you send it. Sure. Yeah. Yeah. If you could send it to us or leave it in Google Docs.